Il existe des villes qui portent leurs secrets mieux que d'autres. Chicago, à la fin du 19e siècle, était de celles-là. Une ville en pleine explosion. Des dizaines de milliers d'âmes qui arrivaient chaque année depuis les campagnes, depuis l'Europe, depuis le Sud. Des gens qui cherchaient du travail, une vie meilleure, un nouveau départ. Dans une ville qui grandit aussi vite, personne ne pose trop de questions. On n'a pas le temps. On a sa propre survie à assurer. C'est dans ce contexte qu'un homme s'installa tranquillement dans le quartier d'Englewood, au sud de la ville. Il était charmant, cultivé. Il avait le sourire facile et le regard direct. Le genre d'homme qu'on invite volontiers à sa table. Il ouvrit une pharmacie. Il se lia d'amitié avec ses clients. Il paya ses premières factures sans rechigner. Tout semblait parfait. Mais derrière ce sourire se cachait quelque chose que personne dans ce quartier n'aurait pu imaginer. Quelque chose que la plupart des gens refusent encore d'admettre aujourd'hui. Parce que l'admettre signifie accepter une vérité inconfortable. Les monstres ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des voisins, à des collègues, à des amis. Le 17 janvier 1894, dans le hall doré du Vendôme Hotel de Denver, Colorado, un homme et une femme se tenaient devant un pasteur, prêt à se marier. L'homme s'appelait Henry Howard. La femme, Georgiana Yoke, venait d'Indiana. Elle était grande, mince, les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle avait 25 ans, et elle était éperdument amoureuse. Près d'eux se tenait leur témoin, une certaine Minnie Williams, une amie proche, disait-on. Tout semblait parfait. Une cérémonie simple, intime, chargée d'émotions. Mais quelque chose clochait. Henry Howard était déjà marié. 2 fois. Minnie, la témoin souriante à ses côtés, était en réalité sa maîtresse depuis plus d'1 an. Et le nom d'Henry Howard, une invention, un masque parmi d'autres. Georgiana ne découvrirait la vérité que des mois plus tard. Et quand elle l'apprendrait, comme le reste du monde, elle peinerait à contenir son effroi. Je suis le veilleur. Bienvenue dans le cabinet noir. Nous avons tous une origine. Un moment précis dans notre enfance qui nous a façonnés, qui a dessiné, sans qu'on le sache encore, la personne que nous allions devenir. Pour certains, c'est un livre trouvé par hasard. Pour d'autres, une rencontre, un voyage, un accident. Ces instants fondateurs sont souvent insignifiants en apparence. On ne réalise leur importance que bien plus tard, en regardant en arrière. Herman Webster Mudgett est né en 1861 dans le New Hampshire, fils d'une famille respectée et prospère. Son père était un homme sévère, sa mère, une femme pieuse. Il vivait dans une communauté tranquille, où tout le monde se connaissait, où les portes restaient ouvertes. Dès l'enfance, Herman se distinguait. Non pas par ses mauvaises notes, au contraire, il était brillant, mais par quelque chose de plus difficile à nommer. Une distance. Une façon d'observer les autres comme s'il était de l'autre côté d'une vitre. Ses camarades de classe le savaient craintif face au médecin du village. Un jour, pour s'amuser à ses dépens, ils l'entraînèrent de force dans le cabinet. Ils voulaient le voir pâlir, trembler, peut-être pleurer. Ils le forcèrent à toucher un squelette humain exposé dans la salle d'attente. L'effet fut inverse. Plutôt que la terreur, Herman ressentit quelque chose qu'il ne saurait pas décrire avant des années. Une fascination. Une attirance profonde et immédiate pour la mort, pour les corps, pour ce qui se cache sous la peau. Comme si cette rencontre avec le squelette avait allumé en lui une lumière sombre, vacillante, mais tenace. Cette lumière ne s'éteignit jamais. Il grandit, il excella à l'école. En 1879, il intégra la faculté de médecine de l'Université du Michigan, sous le nom de H.H. Holmes. Loin de chez lui, loin de sa famille, loin de toute surveillance. C'est là que tout commença vraiment. Les facultés de médecine de l'époque avaient besoin de cadavres pour les cours d'anatomie. Holmes y vit une opportunité. Il volait des cadavres dans les laboratoires. Il les défigurait soigneusement. Puis il les plaçait dans des endroits stratégiques. Un fossé, un carrefour, les abords d'une route.
de façon à ce que la mort ressemble à un accident tragique. Quelques jours plus tard, il se présentait à une compagnie d'assurance avec une police souscrite au nom d'un proche fictif, réclamait l'indemnisation et empochait l'argent. C'était simple, efficace, et personne ne vérifiait vraiment. Sa dernière escroquerie de ce genre lui rapporta 12 500 $. Puis il disparut, abandonnant l'université, abandonnant Clara, sa première femme, abandonnant leur enfant, sans un mot, sans un regard en arrière, comme si ces gens n'avaient jamais existé. Il y a une chose que nous faisons tous naturellement, presque instinctivement, quand nous rencontrons quelqu'un de nouveau. Nous lui accordons le bénéfice du doute. C'est une nécessité sociale. Sans cette disposition fondamentale à faire confiance, aucune communauté ne pourrait fonctionner. Aucun commerce, aucune amitié, aucune famille. La confiance est le ciment invisible qui maintient la société ensemble. Holmes le savait, et il avait appris à en faire une arme. Après avoir quitté le Michigan, il parcourut le pays pendant quelques années. Il changeait de nom, de ville, d'identité, avec une facilité déconcertante. Il achetait des marchandises à crédit, les revendait rapidement, disparaissait avant que les factures n'arrivent. En 1885, il s'installa à Englewood, juste au sud de Chicago. C'est là qu'il rencontra le docteur Elizabeth Holden, une femme remarquable qui dirigeait seule une pharmacie prospère pendant que son mari agonisait d'un cancer. Holmes se présenta, propre, souriant, compétent. Il paya pour entrer dans la société. Il charma la clientèle avec une aisance naturelle. Il arriva tôt, repartit tard. Il devint indispensable. Quand le mari de Madame Holden mourut enfin, Holmes cessa ses paiements. Elle s'en étonna. Elle insista. Elle menaça de mettre fin à leur association. Puis elle disparut. Holmes expliqua calmement aux autorités qu'elle était partie s'installer dans l'Ouest, chez de la famille. Une décision soudaine, certes, mais compréhensible pour une veuve en deuil. Juste après qu'elle eut signé la cession complète de la pharmacie, la police le crut. Holmes reprit les affaires comme si de rien n'était. La clientèle continua d'affluer. Et dans le quartier, personne ne sembla remarquer que la propriétaire avait tout simplement cessé d'exister. En 1893, Chicago allait accueillir l'un des événements les plus grandioses du siècle, l'Exposition universelle colombienne. Une célébration du progrès humain, de la science, de l'architecture. Des millions de visiteurs étaient attendus du monde entier. Holmes vit une opportunité. Il fit l'acquisition du terrain vacant en face de sa pharmacie et commença la construction de ce que les habitants du quartier avaient spontanément surnommé le château. Le bâtiment faisait 50 mètres de long, 3 étages, un sous-sol profond, plus de 100 pièces réparties dans ses murs. Holmes en fut lui-même l'architecte. Il refusa catégoriquement de partager les plans avec quiconque. Les ouvriers qui posaient trop de questions étaient renvoyés séance tenante. En tout, plus de 500 artisans travaillèrent sur le chantier, et Holmes trouva le moyen de n'en payer presque aucun. Il les accusait de mauvais travail. Certains le poursuivirent en justice. Il traîna les procédures jusqu'à ce qu'ils abandonnent, épuisés et à court d'argent. Une fois terminé, le château ouvrit ses portes. En façade, tout était respectable. La pharmacie au rez-de-chaussée, des chambres allouées aux étages, une pension propre, présentée comme un logement idéal pour les jeunes femmes seules venues chercher du travail à Chicago. C'était, du moins, ce que Holmes laissait croire. Et pour certaines de celles qui franchirent sa porte, ce fut leur dernier domicile. Quand on y réfléchit, la disparition d'une personne est une chose étrange. Dans les petites communautés d'autrefois, la disparition d'un voisin se remarquait immédiatement. Les gens se connaissaient. Mais Chicago, en 1890, n'était pas une petite communauté. C'était une métropole en ébullition, où des milliers de nouveaux visages apparaissaient chaque semaine, où disparaître était, somme toute, assez facile.
Holmes le savait, et il avait choisi son emplacement avec soin. Madame Panzili arriva de la Nouvelle-Orléans un matin d'automne. Veuve depuis peu, économe, prudente. Elle gardait ses économies, 4 000 $ en billets, dans le double fond soigneusement dissimulé de sa valise. Holmes apprit l'existence de cet argent lors d'une conversation anodine. Il lui proposa, avec toute la bienveillance du monde, de le placer en sécurité dans son coffre personnel. Elle refusa. Elle disparut peu après. Jenny Thompson avait 17 ans. Elle venait du sud de l'Illinois, cherchait du travail, cherchait une vie. Holmes lui trouva un emploi immédiatement. Elle était jeune, blonde, les yeux bleus. Exactement le type de femme qu'il remarquait. En bavardant lors de sa première journée, elle laissa échapper quelque chose d'important. Sa famille ne savait pas exactement où elle se trouvait. Elle dit à Holmes qu'elle avait hâte d'écrire à ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce soir-là, il la raccompagna jusqu'à sa chambre au 2e étage. On ne la revit jamais. En 1890, un homme nommé Ned Connor arriva au château avec sa femme Julia et leur petite fille Pearl. Julia était une femme inhabituellement grande, presque 1,80 m, vive, intelligente. Holmes renvoya sa comptable et confia le poste à Julia. Ce qui commença comme une relation professionnelle devint rapidement autre chose, évident aux yeux de tous. Ned fit semblant de ne rien voir. Il avait un emploi, un toit. C'était suffisant. Quand Julia tomba enceinte, Ned prit ses affaires, demanda le divorce et disparut. Il laissa Julia et Pearl à Chicago sous la responsabilité de Holmes, qui souscrivit aussitôt des polices d'assurance vie au nom des 2 femmes. Holmes dit à Julia qu'il l'épouserait, qu'ils formeraient une vraie famille, tous les 3. Mais d'abord, elle devrait mettre fin à la grossesse. Elle résista plusieurs semaines. Puis, le 24 décembre 1891, la veille de Noël, elle accepta. Il demanda à quelqu'un de garder Pearl pour la soirée. Puis il conduisit Julia au sous-sol, où il avait installé une salle d'opération rudimentaire. Julia et Pearl ne furent jamais revues. Quelques semaines plus tard, Holmes convoqua un homme nommé Charles Chappell, qui possédait une compétence rare. Il savait préparer et assembler des squelettes anatomiques. Holmes le conduisit dans une chambre du 2e étage. Sur une table recouverte d'un drap, se trouvait le corps d'une femme. Chappell témoigna plus tard, devant les autorités, que le corps avait été écorché. Ses propres mots, comme un lapin. Il supposa qu'il s'agissait d'une autopsie ordinaire. Il accepta les 36 $ que Holmes lui tendit. Le squelette fut vendu au docteur Pauling du Hahnemann Medical College, qui le contemplait souvent dans son bureau, fasciné par cette femme dont la stature dépassait le 1,80 m. Il ne sut jamais qui elle était. On dit souvent que les crimes finissent toujours par remonter à la surface. C'est une belle idée, réconfortante. Ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de crimes ne sont jamais découverts. Beaucoup de coupables vivent et meurent sans jamais rendre de compte. Mais dans le cas de Holmes, ce fut finalement sa vieille passion pour les arnaques à l'assurance qui le perdit. Non pas les meurtres, les arnaques. Après avoir tué son associé Benjamin Peitzel et tenté de faire passer sa mort pour un accident, les autorités remontèrent lentement sa piste. Il fut arrêté à Boston le 17 novembre 1894, 10 mois jour pour jour après son mariage au Vendôme Hotel. Avant le début du procès, le château fut mystérieusement ravagé par un incendie, mais les autorités avaient déjà inspecté le bâtiment en détail. Et ce qu'ils y avaient trouvé les avait conduits à lui donner un nouveau nom, la Maison des Meurtres. Des chambres secrètes accessibles uniquement par des trappes dissimulées, des judas percés dans les cloisons, des passages cachés reliant les étages, des portes qui s'ouvraient sur des murs de briques, des systèmes d'alarme reliés à toutes les chambres, non pas pour alerter les occupants d'un danger, mais pour alerter Holmes si l'un de ses prisonniers tentait de s'échapper. Certaines pièces étaient hermétiquement isolées, sans fenêtres. D'autres étaient équipées de tuyaux à gaz alimentés depuis le sous-sol, des tuyaux qui ne servaient pas à chauffer.
D'autres encore étaient tapissés d'amiante, avec des traces de brûlures sur les murs et le plancher. Et il y avait le coffre. Une pièce à peine assez grande pour qu'un adulte s'y tienne debout. Les murs intérieurs entièrement recouverts de plaques de fer. Sur la face intérieure de la porte unique, une empreinte de botte. Taille femme. Le sol était percé d'une trappe donnant sur une glissière qui descendait directement au sous-sol. C'était une chambre à gaz artisanale, conçue pour tuer, conçue pour livrer ensuite les corps à l'étage inférieur, sans laisser de traces. Au sous-sol, la table de dissection encore maculée de sang séché. Des étagères de flacons de poison soigneusement étiquetés. Une grande caisse contenant plusieurs squelettes féminins. Un four crématoire intégré à l'un des murs, contenant encore des cendres et des fragments d'os. Des objets personnels appartenant aux victimes. Une montre, des photographies, une boule de cheveux de femme soigneusement enveloppée dans un tissu. Les os d'un enfant, enterré dans une fosse creusée à même le sol. Les restes d'une robe ensanglantée dans un poêle à bois. Ned Connor les reconnut immédiatement. Ils appartenaient à Julia. Sous le sol en terre battue, une cuve d'acide corrosif et 2 fosses remplies de chaux vives. Des crânes humains, des omoplates, des côtes, des restes humains en nombre impossible à comptabiliser. Quoi qu'ils aient espéré trouver ce jour-là, les enquêteurs n'étaient pas préparés à la vérité. Ils venaient de découvrir une chambre des horreurs médiévales, enfouie sous les trottoirs de Chicago, à quelques centaines de mètres de l'exposition universelle qui célébrait le progrès et la civilisation humaine. Nous aimons croire que nous sommes capables de reconnaître le danger, que quelque chose en nous, un instinct ancien, une intuition animale, nous avertit quand quelque chose ne va pas. Mais la réalité est plus compliquée. Nous sommes des créatures sociales, câblées pour la coopération, pour la confiance, pour l'appartenance. Et cette disposition fondamentale, qui est l'une de nos plus grandes forces, est aussi l'une de nos plus grandes vulnérabilités. Les cartographes européens du XVe siècle avaient une pratique intéressante. Sur les zones inexplorées de leurs cartes, les régions dont on ne savait rien, ils inscrivaient parfois une mise en garde. Ixun dracones. Ici sont les dragons. Nous avons cartographié presque toute la surface de la Terre depuis. Mais il reste des espaces inexplorés. Des territoires que nous n'arrivons pas à cartographier, aussi sophistiqués que soient nos outils. L'intérieur des gens. Ce qui se cache derrière le sourire d'un voisin, derrière la poignée de main d'un associé, derrière le regard d'un inconnu qui vous propose de l'aide. Ixun dracones. Le 7 mai 1896, après un dernier repas composé d'œufs durs, de pain grillé et d'une tasse de café, H.H. Holmes fut conduit au gibet de la prison de Moyamensing. Une cagoule noire fut posée sur sa tête. La foule criait, huait, réclamait justice. Quand la trappe s'ouvrit, Holmes chuta. Sa nuque se brisa, mais pas de manière à le tuer instantanément. Pendant plus de 15 minutes, la foule regarda le corps se débattre au bout de la corde, les doigts convulsants, les pieds tressaillants, avant que le cœur ne s'arrête enfin. Il fut enterré dans une tombe anonyme. Selon ses dernières volontés, aucune autopsie ne fut pratiquée, et son cercueil fut coulé dans le ciment. Holmes avait peur que quelqu'un déterrât son corps pour en faire un sujet d'étude scientifique. Il avait probablement raison. On ne saura jamais combien de personnes il a tuées. Il modifia ses aveux plusieurs fois, y compris dans ses derniers instants. Certains experts ont avancé le chiffre de 200 victimes. Ce que nous avons, en revanche, c'est sa confession écrite. Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un meurtrier, pas plus que le poète ne peut s'empêcher d'être inspiré par son art. Je suis né avec le malin debout à mon chevet, et il m'a accompagné depuis. Derrière chaque masque se cache quelque chose. Parfois, ce quelque chose nous ressemble. Parfois non. Restez avec moi encore quelques minutes. Parce que l'histoire de Holmes n'est pas la seule à nous rappeler que les endroits où nous cherchons refuge peuvent parfois se transformer en pièges.
Reculons d'un siècle. Nous sommes en France, dans les années 1800, dans une région que je ne nommerai pas, parce que certaines vérités méritent de rester là où elles sont enterrées. Sur une route de campagne fréquentée par les marchands et les voyageurs, il existait une auberge connue sous le nom de l'auberge du Pont Rouge. Un vieux pont de pierre enjambait la rivière voisine, un pont dont les pierres avaient toujours eu, disait-on, une teinte légèrement rosée. L'auberge était tenue par un couple d'apparence ordinaire. L'homme était grand, taiseux, efficace. La femme était chaleureuse, souriante. La cuisinière la plus talentueuse de la région selon les voyageurs qui s'y arrêtaient. La soupe y était excellente. Les lits propres. Le prix raisonnable. Pendant des années, des dizaines de voyageurs s'y arrêtèrent. Des marchands avec leurs bourses pleines. Des soldats en permission. Des étrangers qui traversaient la région sans connaître personne. La plupart repartaient le lendemain matin, dispos et satisfaits. Certains ne repartaient pas du tout. Ce fut un voyageur survivant, un homme qui avait réussi à s'échapper dans la nuit après avoir entendu des bruits suspects dans la chambre voisine, qui alerta finalement les gendarmes. Il raconta avoir vu, par une fissure dans la cloison, quelque chose qu'il refusa de décrire en détail devant le tribunal. Il dit seulement que ce qu'il avait vu lui coûterait le sommeil pour le reste de sa vie. Quand les gendarmes investirent l'auberge, ils trouvèrent dans la cave et dans le jardin les restes de ce qu'on estima être une dizaine de victimes au minimum, peut-être plus. Le couple fut arrêté, jugé, condamné. Ce qui frappa le plus les habitants de la région, ce ne fut pas l'horreur des crimes en eux-mêmes. C'était quelque chose de plus difficile à formuler. C'était le fait que tout le monde les connaissait, que tout le monde les appréciait, que personne, dans toute la région, n'avait jamais eu le moindre soupçon. La femme, dit-on, pleurait encore en entrant dans la salle d'audience. Pas de remords, de la frustration. Frustration d'avoir été découverte. Le pont, lui, est toujours là. Les pierres ont toujours cette teinte légèrement rosée. Les habitants du coin disent que c'est la nature de la roche locale. Une particularité géologique, rien de plus. Ils préfèrent y croire. Cet épisode du Cabinet Noir a été écrit et narré par Le Veilleur. Si cette histoire vous a accompagné dans l'obscurité ce soir, abonnez-vous sur Spotify pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, nous rouvrons les dossiers que l'histoire aurait préféré garder fermés. Parce que parfois, la vérité est bien plus terrifiante que la fiction. Prenez soin de vous et méfiez-vous des gens trop aimables.